Bonjour à tous et bienvenue sur Éminence. Il y a un an, je me suis lancé le plus gros défi de ma vie, grimper le mont Kilimandjaro. Cette décision, qui à la base n'était qu'un coup de tête, s'est transformée en une grande aventure et c'est ça que j'ai envie de vous narrer aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, je vous replace un peu dans le contexte. Le Kilimandjaro, c'est la plus grande montagne d'Afrique, située en Tanzanie. Elle a une hauteur de 5800 mètres. À savoir que cette hauteur peut provoquer le mal des montagnes, avoir des vomissements, des nausées, et l'oxygène est diminué de 50% par rapport à la surface de la mer. À savoir qu'il n'y a pas de notion d'alpinisme à avoir et c'est surtout de la randonnée. Pour atteindre le sommet, vous avez le choix entre 5 routes et nous, on a choisi la deuxième la plus difficile, la voie Machame, qu'on appelle également la Whisky Road, car c'est une voie qui serpente vachement et ils aiment associer ça à quelqu'un qui tituberait et qui serait un petit peu saoul. Comme je me suis lancé ce défi un an à l'avance, j'ai eu un temps de préparation. En effet, j'étais aux alentours de 85 kg pour 1m80 quand j'ai pris le choix de monter le Kilimandjaro et il m'a été obligé de faire une sèche durant mon programme de musculation pour perdre un peu de poids et forcément avoir moins à porter durant les 6 jours où je devrais escalader la montagne. À savoir que pour la montée, on a défini la date environ mi-septembre 2022. J'ai donc adapté mon apport calorique, je l'ai diminué pour perdre du poids. J'ai également intégré à mes séances muscu du cardio, comme de l'escalier ou de la marche inclinée. Au bout de 3 mois, j'étais descendu à peu près à 77 kg de poids de corps. J'ai donc perdu 8 kilos pour ce défi. Physiquement, c'était assez intense parce qu'avec 5 entraînements par semaine, j'étais descendu aux alentours de 1800 calories et j'étais tout le temps fatigué, j'étais irritable, c'était vraiment une galère. J'avais qu'une seule chose en tête, c'était la réussite de ma montée du Kilimandjaro. Alors ça me permettait de tenir et dans les moments difficiles, j'avais un but et ça me permettait de rester focus. Pour vous dire, pour être plus serein niveau budget pendant l'été, j'ai travaillé à une usine en intérim. Et l'usine, c'est pas quelque chose de forcément super. On fait des longues horaires et franchement, des fois, on se fait un peu yesh. Et ben même ça, je le prenais comme un entraînement. Je me disais, Enzo, si t'as pas la résilience de faire 8 heures d'usine, t'auras jamais la résilience pour monter à un sommet de 5800 mètres. En bref, j'étais vraiment matrixé par mon objectif et je suis un peu comme ça, dès que j'ai un objectif ou quelque chose qui m'anime, j'y vais vraiment à fond dedans et j'arrive pas à me détourner de ça et ça peut être un peu maladif. À savoir qu'à la base, on était 2 dans ce projet, moi et une copine. Et en juillet, c'est là que les galères ont commencé. On a pris nos billets aux alentours de mi-juin pour payer un petit peu moins cher. Et en juillet-août, mon ami a découvert un pneumothorax, donc c'est-à-dire un décollement de la plèvre du poumon, ce qui l'a empêché de partir. Donc, dans l'idée, je commençais déjà à partir tout seul en Tanzanie. À la base, on devait partir 1 mois. Les 2 premières semaines, chill un petit peu avec mon ami, faire le tour de la Tanzanie, faire peut-être un safari et autres. Et une 3e personne devait nous rejoindre pour l'ascension. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu parce que mon ami n'a pas pu partir. Donc je me suis retrouvé 2 semaines tout seul en Tanzanie. Et après, j'ai récupéré mon autre ami qui nous a rejoint, enfin qui m'a rejoint plutôt. Et on a commencé l'ascension ensemble. À savoir qu'il y a eu toute une préparation également en Tanzanie. Le Kilimandjaro, on peut pas le monter tout seul. Il faut être accompagné d'un guide local. Et il y a également des porteurs qui doivent être avec vous. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. J'ai pas voulu prendre quelque chose sur internet parce que déjà j'avais peur des arnaques et en plus de ça il n'y avait pas moyen de négocier les prix sur internet, donc je me suis dit je vais trouver un guide directement tout seul quand je vais aller en Tanzanie. Donc j'arrive dans la petite ville d'Arusha, déjà je suis un des seuls touristes, tout le monde me regarde, donc ça peut être un peu stressant et au bout d'1 ou 2 jours je me familiarise via des groupes Facebook avec des gens, je me fais des potes, on commence à discuter, je compare un petit peu les guides, les prix etc. et franchement c'est assez cher, c'est plus cher que ce que je pensais, même en négociant. En plus, à savoir que je suis pas tout seul dans l'histoire. Mon autre ami qui est encore en France et qui va me rejoindre, on échange, je sais pas vraiment jusqu'à quel budget elle peut se situer, donc moi j'essaie de négocier à peu près par rapport à ce qu'on avait dit, mais ça commence vraiment à être une galère. Et là, je rencontre un ami à moi, Ben, qui me dit « Ah bah moi, je le fais dans une semaine avec un mec », il me dit combien il a payé, je fais « Waouh, c'est vraiment pas mal, etc. » Et me dire que le fait que mon ami parte avant moi, enfin que mon ami Ben que j'ai rencontré parte avant moi au Kilimandjaro, ça me donne une sécurité en me disant bon le mec il a emmené mon pote donc il va pas disparaître dans la nature, c'est un mec qui fait ça souvent et au moins il a une crédibilité si vous voulez. Au bout de 2 jours je rencontre le mec, il s'appelle Isaac, ça se passe super bien, il est gentil, on rigole ensemble, on fixe un prix parce qu'il y a à savoir qu'il y a également une location de vêtements, de tentes et de duvet pour moins 10, moins 15 degrés parce que quand tu pars du Kilimandjaro en bas il fait à peu près 30 degrés. Quand tu arrives au sommet, il peut faire jusqu'à moins 15. Autant vous dire que quand moi je pars juste avec mon sac cabine dans l'avion, j'ai pas de quoi emmener un duvet à moins 15 ou des doudounes, des kawaii, etc. Donc il y a de la location à faire. Je définis donc un prêt avec lui. J'appelle mon amie qui est toujours en France. Elle me dit que pour elle tout est ok. Donc on signe les papiers et on y va. Ma pote Marine me rejoint le 19 septembre. Quelques jours se passent, je la fais un petit peu visiter le pays. Et le 23, on commence notre ascension. La veille, on a essayé tous les vêtements, les duvets, les tentes, tout nous convient. On laisse tout à Isaac, le guide.
Et le lendemain matin, il vient nous chercher à peu près vers 6 ou 7 heures du mat, il me semble, dans un espèce de grand bus avec tous les porteurs. À savoir que on a 2 guides, Archie, un autre Isaac qui est avec nous. Le premier Isaac, lui, gère l'entreprise, donc il va pas faire la montée avec nous. Et on a 11 porteurs. Alors je sais que 11 porteurs, quand je le dis comme ça peut paraître énorme. Mais à savoir que déjà, on a 6 jours de montée. Donc il faut porter l'eau, parce qu'on va pas pouvoir se ravitailler en eau pendant 6 jours. La bouffe. Il va falloir porter aussi du matériel de survie. Nous, on peut pas porter des sacs avec les tentes, etc. On a le droit qu'à un sac de 10 kilos chacun avec Marine. Et déjà, on a 2 litres d'eau dans chaque sac. Donc ça nous fait déjà 2 kilos par personne. Dans les 11 porteurs, il y a également un cuisinier qui va cuisiner pour nous le matin, le midi et le soir. Et également pour les autres porteurs et les 2 guides. Donc on passe, on récupère tout le monde dans le petit bus et on part direction la voie Matchamé pour commencer le Kilimandjaro. On arrive en bas. Notre guide nous fait signer des papiers parce qu'en fait, là-bas, on arrive, il y a directement un grand portail où il y a marqué « Welcome to the Road Matchamé », etc. Et il y a des assurances à signer, on va dire, pour se dédouaner, pour qu'ils se dédouanent du fait que si t'arrive quelque chose en haut, parce qu'il y a quand même des morts tous les ans, pour pas que tu puisses les attaquer en justice, si on veut. Avec ma pote, on est super excités, on se dit « Putain, enfin, on y est, ça va enfin commencer, etc. » Ils nous pèsent nos sacs, on regarde tout ça, et on s'engage sur la route Matchamé. D'ailleurs, fait assez drôle, normalement on n'est pas censé voir trop d'animaux sur cette route, et on fait 10 mètres et on tombe sur un petit singe qu'ils appellent les singes bleus, il me semble. On n'en a pas revu de la route, mais au moins c'était sympa, c'était une bonne intro. On commence à marcher, moi personnellement j'avais pas pris de bâton de rando, mais ma pote et les 2 guides en avaient également. Moi je me sens pas très à l'aise avec ça, bien que vous verrez, ça m'a bien aidé sur la fin. Mais voilà, c'est un choix que j'avais fait, je préfère avoir les mains libres au cas où si je glissais ou autre. Le premier jour est simple entre guillemets. Il y a 4 heures de marche, et ensuite on s'arrête, on mange et on dort. Les 4 heures de marche sont assez simples, il y a du dénivelé. Moi, je suis en nage, mais niveau souffle, cardio, etc., ça va. Je me dis, bon, franchement, pour l'instant c'est tranquille, c'est le premier jour. On arrive au premier camp, on déplie la tente et on dort. Alors à savoir que durant la nuit, déjà dès la première journée, la température chute un peu. Je sais plus à combien on était, mais il faut savoir aussi que c'est une question de ressenti et également de matériel qu'on a fait. Moi par exemple, durant la sélection de notre matos, j'avais pris un gros sac de couchage North Face et pour vous dire, tous les soirs, même le dernier jour, j'ai eu hyper chaud, je dormais torse nu, etc. À l'inverse, ma pote Marine, je pense qu'elle a eu un truc un peu moins bien, parce que tous les matins, elle se réveillait, elle me disait « Waouh, j'ai eu trop froid cette nuit, c'était l'enfer, etc. » Donc vraiment, on n'a pas eu le même ressenti à ce niveau-là. Là, on se rend aussi compte qu'au niveau de nos téléphones portables et du réseau, ça va être compliqué. À savoir qu'on a acheté des cartes SIM en Tanzanie directement, pour pas claquer notre forfait et avoir un hors-forfait énorme vu qu'on est hors UE. Étrangement, ma pote Marine a la même carte SIM que moi, mais moi, mon portable, il y a des endroits où il y a des trous de connexion et je capte un petit peu, mais sinon tout le long, je capte pas. Et elle, du premier jour au dernier, elle a jamais capté. Donc voilà. Même les guides, des fois, venaient me dire « Enzo, est-ce que tu captes, etc. » parce que eux ne captaient pas eux-mêmes. Le deuxième jour, on nous réveille. Alors, je vous cache pas que c'est vraiment le jour qui m'a le moins marqué. Aujourd'hui, on est en novembre, donc c'était déjà il y a 1 mois et demi, on va dire. Ça m'a pas marqué, donc j'ai plus trop de souvenirs. Je sais juste qu'on a marché 4 heures. C'était sympa, on a fait quelques photos, etc. Franchement, ça a été tranquille. Et ils arrêtaient pas de nous dire le 3e jour, c'est celui qui va être le plus compliqué parce qu'on va monter à 4800 mètres et on va redescendre pour s'acclimater. L'acclimatation, c'est ce que je vous disais auparavant, c'est pour éviter d'avoir le mal des montagnes. En fait, on va faire des allées et venues de plus en plus hautes pour ne pas justement avoir des gros mal de tête, des vomissements. On peut aussi faire de la tachycardie, avoir des problèmes respiratoires et autres. Donc, on voulait vraiment éviter ça. Et le trajet est conçu comme ça. Au niveau de la nourriture, c'est super bon. Le chef, il cartonne. Mais vu qu'on fait des efforts quand même, on marche beaucoup, que c'est en pente, qu'on est fatigué, etc., on n'a pas trop d'appétit. Mais on se force à manger et à boire parce qu'on craint vraiment le mal des montagnes et c'est un truc qui peut vraiment nous détruire notre voyage, quoi. Le 3e jour, ce qui a été un des plus compliqués pour moi. Donc, on marche 6 heures, il me semble, le 3e jour. On fait la première montée pendant, il me semble, 4 heures jusqu'à 4800 mètres. Et on arrive en haut et il commence à neiger. Alors oui, il neige en Afrique. Nous, on trouve ça sympa, on rigole, on fait wow, « c'est super, vraiment trop cool, de la neige ». Il y a une vidéo de moi où je suis plein de neige, on dirait que je suis en Sibérie, quoi. Mais ce qui nous a fait beaucoup moins rire, c'est qu'à 4800 mètres, c'est de la neige, mais quand on redescend et qu'on arrive vers les 4000, ça devient de la flotte. Et j'ai rien contre la flotte, mais le fait est que quand on descend une montagne, que c'est boueux,
et qu'en plus il pleut des cordes, ça devient très glissant. Et franchement, on n'a pas envie de tomber au Kilimandjaro. Donc on est trempé, tous nos trucs sont trempés. Mon passeport a pris la flotte, ça a été une galère pour repartir après. Enfin voilà. On continue à descendre et le mec nous dit « Ok, il faut aller vite là, parce qu'il y a une rivière, entre guillemets un torrent, qui est en train de se former en bas et qui peut potentiellement nous bloquer le passage, quoi. » Donc Marine a grave géré sa descente et elle me trace, elle me met genre 30 minutes dans la gueule et moi j'arrive et alors je crois que pour elle aussi c'était déjà un peu formé, mais moi en 30 minutes, gros torrent, j'ai dû sauter sur des petites pierres pour pas tomber dans la flotte, j'ai fait l'équilibre, enfin c'était ultra flippant et au final je suis passé. On arrive au camp de base, trempé, la tente, alors à savoir que c'est les guides qui montent nos tentes, parce que c'est pas des tentes 2 secondes et ils vont beaucoup plus vite que nous. On arrive, les tentes ne sont pas montées, donc on est en sous la flotte, on est gelé, on a des bonnets pour le froid qui sont trempés, et moi c'est là que ma galère commence. Je pense que c'est un tout, mais le fait d'avoir la tête au froid, d'avoir stressé pendant 2 heures pour la descendre, de faire attention à tous ces gestes, etc., ça m'a mis un mal de crâne énorme. Donc je pense que c'est également dû au mal des montagnes, mais je me suis couché dans la tente, j'ai pas voulu manger ce jour-là, je me suis couché, je sais pas, avant la nuit, et vraiment j'ai dormi genre 8h30, 9h jusqu'au lendemain matin, d'une traite, quoi. KO et trop dans le mal. J'avais peur d'ailleurs que ça me le refasse lors de l'ascension finale, parce qu'on montait quand même à 5800 mètres. À savoir que Marine et moi, on prenait du Diamox, donc c'est un médicament contre le mal des montagnes qui fluidifie le sang et du coup qui normalement empêche ces symptômes-là, ou tout du moins les réduisent. Et moi je prenais également un dérivé de la Malarone, qui est un médicament contre le paludisme. Le problème de ce médicament, c'est que ça me détruisait l'estomac et que j'avais mal au ventre, etc. Donc, quand on monte une montagne, on n'a pas envie d'avoir le mal de vide en plus de la difficulté. Mais bon, j'ai de la chance. Le lendemain matin, je me réveille et je pète la forme. J'ai plus mal à la tête. Je bois énormément d'eau pour éviter que ça revienne. Le matin, j'y vais un petit peu à tâtons. Je me dis, j'espère que ça va pas me le faire toute la montée. Et au final, non, c'est parti vraiment dès le lever. J'ai eu beaucoup de chance là-dessus. À savoir que le mal des montagnes, il y en a qui peuvent se dire « Ah, ça va, c'est juste un petit mal de tête, tu persistes, c'est que 2 jours, etc. » Mais non, parce que le mal des montagnes, il y en a qui peuvent faire des œdèmes pulmonaires, des AVC, et ça peut entraîner la mort. Ça, c'est déjà vu. Notamment chez un Français, je crois, qui en 2005-2006 a trouvé la mort au sommet du Kilimandjaro à cause de ça. 4e jour, on passe par un endroit iconique de la route Matchamé, et des autres routes d'ailleurs, car il me semble que des fois les routes se chevauchent, c'est le Kissing Rock. Alors le Kissing Rock, qu'est-ce que c'est ? C'est simple, c'est à un moment, il y a quand même un petit peu d'alpinisme à faire entre guillemets, donc il faut escalader, etc. Et le Kissing Rock, c'est que vous avez un passage de 1 mètre, 1 mètre 50, je dirais, où il faut passer, et en dessous c'est le vide, il y a genre 15 mètres de vide, donc il faut se coller au rocher, et il rigole en disant oh, « faites-lui un bisou, nanana ». Donc voilà, un endroit un peu flippant, mais au final ça passe assez vite en... Je sais pas, les 30 secondes, on a passé cet endroit-là et on arrive à souffler avec ma pote. On arrive donc, après 6 heures de marche, à l'avant-dernier camp de base du voyage. C'est un camp de base où on va dormir avant de commencer l'ascension finale et après l'ascension finale, on redescend à celui-ci. Là, Archie, notre guide, nous explique que ça va se dérouler autrement que les jours précédents. On arrive à peu près à 15-16 heures au campement de base, on mange, on se prépare, on se brosse les dents, etc. On va se coucher. Et à minuit, il faut qu'on soit sur la route pour le sommet du Kilimandjaro. Alors pourquoi partir à minuit au beau milieu de la nuit ? Déjà, c'est parce que c'est le jour où on va le plus marcher. On marche 12h30 en une journée. L'autre raison, c'est également que les guides aimeraient que quand on arrive au sommet du Kilimandjaro, on ait le lever du jour. Parce que ça fait un super beau lever de soleil, que c'est des moments vraiment iconiques et instagrammables, parce que dans les pays du tiers-monde, il y a quand même une grosse culture des photos Insta, et eux, ça leur ramène donc des touristes. Il y a également une 3e raison de pourquoi on part de nuit, et ça, je le savais pas avant d'avoir atteint le sommet. On me l'a dit après. C'est également que si on ne part pas de nuit, les gens paniquent, parce que c'est beaucoup plus escarpé que ce qu'on a fait avant. Donc, s'il fait jour et qu'on regarde en bas, on voit qu'on est très très haut, et si on regarde en haut, on voit qu'il nous reste beaucoup à parcourir. Alors que là, en partant juste de nuit, on voyait divers autres groupes qui grimpaient le Kilimandjaro, et on voyait juste les lumières de téléphone. Des fois même ça se confondait un petit peu avec les étoiles, on savait pas trop. Par contre on voyait la ville au loin, et ça c'était magnifique, juste avec tous les lampadaires, etc. C'était superbe. À savoir que le 4e jour, avant notre départ, on a eu un grand cérémonial
où tous nos guides se sont présentés en dansant, en chantant. Et c'était vraiment superbe expérience. Et puis tu sens que c'est pas un truc qui est commercial aussi. C'est vraiment, ils jouent sur la bonne humeur pour te motiver au dur défi qui t'attend. Et c'est super. C'est vraiment des gens très souriants qui dégagent vraiment de bonnes vibes. Et je les en remercie parce que, bon, ok, c'est aussi pour avoir un petit pourboire à la fin. Mais malgré tout, je pense que c'est cette bonne ambiance qui a fait qu'on a réussi sans trop de problèmes à arriver jusqu'ici. Le lendemain matin, on se lève. On part à minuit et c'est le début de la journée la plus dure de ma vie, je pense. À savoir que là, il y a plusieurs difficultés. Déjà, t'as 4 jours de grimpe dans les pattes. T'es fatigué, t'as pas pris de douche depuis 4 jours. Mine de rien, ça fait très bobo ce que je veux dire, mais t'as pas eu ton téléphone, donc t'as pas forcément donné de nouvelles à tes proches, il te manque un peu. Tout ça fait qu'il y a une charge mentale qui s'accumule et ça devient compliqué. Il y a également un stress qui se rajoute de grimper de nuit avec des frontales. Là, on parle plus de petits chemins de terre qui zigzaguent. Non, là, c'est vraiment du rocher. Tu sais que si tu glisses, ça peut être ton dernier faux pas. Donc, il faut faire hyper gaffe. Et franchement, ça, c'est un stress de nuit. Et du coup, on est tout le temps vigilant. On fait gaffe à tous nos pas, etc. C'est assez flippant. Là, on rencontre également notre plus grand ennemi, c'est le froid. Parce que là, on est à peu près à 4900, 5000, il me semble. Et franchement, on est à -5, -10 degrés. Il fait un froid, mais c'est un truc de dingue. Pourtant, on est couvert, on est équipé. Mais en plus, on est sur flanc de montagne, donc il y a beaucoup de vent. Et à chaque fois, on se regarde avec Marine, on a des cagoules et tout. On se dit, oh, mais c'est pas possible, là, on va canner. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'était le lever de soleil. Pas pour avoir la vue, mais pour que ça nous rapporte un peu de chaleur. Là, sur la route, c'est la route des enfers. On croise plein de gens. On s'était fait pote avec des Français qu'on avait croisés sur la route, qu'on retrouve là-bas. On en voit en train de vomir ses tripes, mais un truc de malade. On croise une personne assez âgée, je dirais dans la soixantaine, 65. Une petite vieille qui est en train de se faire masser les épaules dans un caisson de survie avec une couverture de survie et tout, en mode trop mal, qui est en train de faire des malaises et tout. Plus tard, sur le chemin en haut, on croise des gens qui sont en train de se faire porter par les guides, à boiter, etc. Enfin, vraiment, ça te rajoute un stress, tu vois. Tu te dis... j'espère que ça va pas m'arriver, pour l'instant tout va bien, mais en plus du coup tu commences à devenir parano. Dès que t'es un peu essoufflé, tu te dis waouh, faut que je me calme parce qu'il faut pas que je finisse comme le mec que je viens de voir, etc. C'est pendant cette montée que je comprends la phrase du tout le monde peut grimper le Kilimandjaro, mais tout le monde ne peut pas le grimper. Sans parler de personnes qui ont des problèmes cardiaques ou d'obésité ou autre, je pense que tout le monde, selon la route qu'il emprunte, parce que nous on a quand même emprunté la deuxième plus dure, est capable de grimper le Kilimandjaro. Physiquement tout du moins. Mais mentalement, c'est là vraiment que ça joue. En fait, il n'y a aucun moment du parcours où tu te retrouves allongé sur le sol à plus en pouvoir. Mais c'est juste que c'est un peu dur tout le temps. Et le fait est que ce soit pas un effort sur une journée, mais sur 6 jours, bah ça te tape dans le moral et dans tes réserves, quoi. Et tu sens que le moindre pas après devient compliqué, difficile. Pour moi, dans ma tête, c'était pas une option d'abandonner. Parce que j'avais fait une promesse à un ami que j'arriverais en haut et en plus, je m'étais entraîné pendant 1 an. Mais vraiment, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment se mettre dans la tête que tu vas y arriver, il faut juste persévérer et ça va le faire. Après 6h30 de marche, on arrive à une première étape qui s'appelle le Sky View, il me semble. Donc c'est un endroit qui est dégagé et où normalement on peut voir les étoiles. Là, on a eu le coucher de soleil 30 ou 40 minutes avant d'arriver là. Donc moi, ça m'a fait plaisir parce qu'au moins ça a ramené un petit peu de chaleur. Mais on n'a pas eu une superbe vue sur les étoiles. Bon, tant pis. On attaque la dernière heure d'ascension, et franchement, c'est une des plus belles heures de ma vie. On arrive à un endroit où il y a de la neige partout, à savoir qu'on voit des glaciers. On est au-dessus de glaciers en fait, donc on voit des énormes glaciers, on a une vue magnifique. Et là, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, mais tout le long, quoi. Pendant 1 heure, bon, c'est là où tu croises aussi le plus de gens dans le mal qui sont en train de boiter, de revenir, etc. Et en plus, il y a un flux de gens qui se croisent, où toi, tu vas aller au Ururu Peak, donc c'est le sommet, le point culminant du Kilimandjaro, et t'en as qui reviennent de ce point-là. Alors ceux qui en viennent te font des encouragements, te disent que ça vaut le coup d'y aller, etc. Enfin, t'encouragent vachement, et c'est un super beau moment, quoi. Nous, avec Marine, à ce moment-là, on communique plus. Les seuls échanges qu'on ait, c'est des clins d'œil et des sourires, parce qu'on n'en peut plus, on n'a même plus envie de parler. Et au bout d'1 heure, le 26 septembre 2022, à 7h34 précisément, on arrive au sommet du plus haut mont d'Afrique. Bon, là, c'est un sentiment d'accomplissement de malade. Je suis à 100%. Toute la fatigue, elle s'envole. On se pose, on fait nos photos, etc. devant, parce qu'on a quand même envie de garder une trace
de notre accomplissement. On rigole, on reste pas longtemps parce qu'à savoir qu'à ce niveau-là, il y a 50% d'oxygène en moins, donc un humain peut pas rester ultra longtemps là-bas, donc on fait nos photos et on redescend. Il nous reste donc 5 heures de descente et notre guide nous fait passer par des chemins un petit peu plus sinueux qu'à la montée. C'est plein de gravier en fait, et je sais pas si vous avez déjà descendu des dunes de sable, mais vous savez quand vous descendez, vous vous enfoncez vachement. Et là, le fait d'être fatigué, de se dire, parce qu'en fait, on a accompli le plus gros du travail, donc on se relâche un petit peu dans notre esprit, etc. Les guides traçaient, et moi, à un moment, je sais pas ce que j'ai fait, c'est une douleur qui est venue au fur et à mesure, mais je commence à avoir super mal au genou. Il me semble que c'était le gauche, et franchement, je galère. Vraiment, là, je galère. J'ai super mal. Je pique des bâtons de marche, du coup, à mon guide qui s'en servait plus. D'ailleurs, ça m'aura appris. Maintenant, je prendrai des bâtons de marche si je refais des trucs comme ça. Et franchement, je boite, je galère. C'est une descente de 5 heures, c'est un calvaire. Je mets 30 minutes ou 40 minutes de plus que Marine à descendre. Et je la rejoins et je suis au bout du rouleau, quoi. Vraiment, j'en peux plus. Du coup, en milieu de journée, on arrive au dernier camp de base. On signe des documents pour dire qu'on a bien fait la grosse partie de la descente, quoi, qu'on a accompli le truc du Kilimanjaro, etc. Et je trouvais ça bizarre, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils nous font pas signer ça le dernier jour, quoi? Parce que le dernier jour, après, j'ai appris qu'en fait, on a que 2 heures de descente, et on arrive au point de départ, et là, notre autre guide, Isaac, vient nous chercher avec son camion, et on rentre tous. Donc franchement, au dernier camp de base, super ambiance, on rigole avec ma pote, on retrouve les Français, dont celui qui est en train de vomir, on rigole avec eux, ils nous disent ouais, on a réussi, nana, donc on est super content. On mange et on est crevé, on va se coucher direct. Le lendemain matin, je prends des anti-inflammatoires pour essayer de faire dégonfler un petit peu mon genou. Bon, ça a marché 10 minutes, mais vu que j'avais encore 2 heures ou 3 heures, je sais plus, dans ces eaux-là de descente, ça m'a relancé direct et j'ai encore galéré. Au final, on arrive en bas de la montagne avec ma pote. Le Isaac numéro 1 nous rejoint, nous check, nous félicite, on fait une photo avec tout le groupe, on rigole avec eux. Et c'est là que j'ai compris pourquoi ils nous avaient fait signer des papiers la veille. C'est qu'ils nous emmènent dans une petite office et on nous donne un certificat avec nos noms, nos prénoms qui atteste officiellement qu'on a réussi à grimper le mont Kilimanjaro. Donc nous, à ce moment-là, c'est la remise du bac, hein, on est hyper contents, on n'en peut plus, on prend une boisson un peu sucrée, etc. et on grimpe dans le camion, direction Arusha pour rentrer chez nous. On repasse au magasin de vêtements, les gens dans le camion, ils chantent, j'ai des vidéos où ils font des chants en swahili et tout, c'est super. On dépose toutes nos affaires qu'on avait louées et on rentre à la maison. Vient la semaine de récupération, l'après Kilimanjaro. Alors vu que ma pote passait que 2 semaines en Tanzanie, on s'était dit, la première semaine, on fait le Kilimanjaro, et la deuxième, on visite, on rigole, etc. Pas du tout. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Je pense que du moment que t'es dans le dur et que tu galères pendant la montée, t'as un truc animal qui se déclenche où tu ressens pas forcément... Tu ressens la fatigue, mais tu t'as pas de récupération, donc tu l'encaisses. Mais alors dès que les nerfs se relâchent, que les muscles se relâchent et que t'as le sentiment d'accomplissement qui s'en va, mais alors là t'es mort, t'es KO. Là pendant une semaine, on est sorti un peu, on a fait les cadeaux, on a vu des amis, on est allé à certains restos, etc. Mais les 3 quarts de notre journée, c'était chacun dans sa chambre, on dort, on s'envoie un texto quand on a faim et qu'on veut aller manger. Mais sinon, c'était Netflix and chill de ouf, quoi. À savoir que moi, en plus, j'avais un petit stress parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, mon passeport était trempé, donc j'ai dû le faire sécher. Alors, heureusement, la partie du visa tanzanien n'a pas été touchée, mais sinon, il était plein de flotte, quoi. Donc j'avais peur qu'à la douane, je me fasse recaler à l'aéroport ou autre, que je dois aller voir l'ambassade française en Tanzanie, enfin une galère, quoi. Et au final, c'est passé, ça s'est très bien passé. On est arrivé une semaine plus tard à l'aéroport. On a eu quelques petites galères, on a mis 8 heures de plus, mais finalement, on a réussi à rentrer en France. J'en profite pour remercier et féliciter nos guides et nos porteurs, parce que les mecs, c'est des machines. À savoir que c'est vraiment un cliché africain, mais c'est vrai, ils portent les sacs sur leur tête ou sur leur nuque, et quand toi, t'as ton sac de 10 kilos et que tu galères à monter ton truc, eux, ils te dépassent en courant avec des sacs de 15-20 kilos. Et les mecs, c'est pas du tout... des bœufs, quoi. C'est des mecs qui sont super secs, super fins, ils doivent peser 60-65 kilos à tout péter et ils te tracent. À la fin, tu leur donnes des pourboires, des tips, et on nous a expliqué que dans certaines entreprises, ils étaient payés seulement $10 la journée, ce qui est que dalle. À savoir que moi, pour être transparent avec vous,
l'ascension, tout compris, ça m'a coûté à peu près 1800 €. C'est des personnes qui sont super positives, qui malgré le fait qu'elles galèrent, te sourient tous les matins, rigolent avec toi en anglais, etc. Donc franchement, gros big up à eux. Et si vous le faites, n'hésitez pas à donner des tips parce que c'est vraiment ce qui les fait vivre. Et toi, tu fais ça une fois dans ta vie, mais eux, c'est ce qu'ils nous expliquent. Dans 2 jours ou 3 jours après, ils sont repartis pour refaire la même chose avec d'autres touristes, quoi. Donc c'est super dur, c'est super physique. Franchement, chapeau. Là, après un effort aussi intense, j'ai jamais été aussi content de rentrer chez moi, de retrouver ma copine et ma famille. Toujours une douleur au genou, je suis allé voir l'ostéo. Au final, c'est ce que je supposais. C'était musculaire et au bout de 2-3 semaines, j'avais plus rien, plus aucune douleur. Aujourd'hui, tout va bien. Je fais mes squats, tout passe. Donc c'est super. En conclusion, ça a été l'une des meilleures expériences de ma vie. Je tiens à dire bravo à ma pote Marine également parce que mine de rien, elle avait un peu moins de préparation que moi et elle s'est jamais plainte. Ça a été une battante tout le long. Elle a su rester positive même pendant les moments durs, etc. Donc bravo à elle. Les guides, bah pareil, je l'ai déjà dit, mais des super gars, super personnes. Merci à mon ami Ben aussi qui m'a fait rencontrer Isaac et qui m'a permis de ne pas me faire arnaquer parce que mine de rien, il y a beaucoup d'arnaques. Donc faites attention si vous voulez faire cette expérience. Renseignez-vous bien par d'autres touristes ou par des gens de confiance. Pareil, si vous voulez faire ça, je peux également vous envoyer le numéro de mon guide sur Instagram. N'hésitez pas. Franchement, cette expérience, elle m'a apporté de la résilience, savoir encaisser malgré le fait que ce soit dur. Et ça m'a également fait réaliser que le sentiment d'accomplissement, il est vraiment réel que quand il y a eu un travail dur en amont. C'est une démarche honnête à avoir en soi-même, mais le fait de travailler dur, de trouver ça chiant, etc., je pense que c'est proportionnel au bonheur que tu vas avoir à la fin de l'expérience. Pour ceux qui voulaient faire ça également, je vous fais juste un petit retour sur la Tanzanie. C'est un super pays, c'est la capitale mondiale des safaris, que ce soit en Afrique ou partout dans le monde. Vous avez les plus beaux safaris à faire. Alors après, ça coûte un budget. Moi, personnellement, j'en ai fait un d'une journée et ça m'a coûté 250 $, mais je m'étais fait pote avec le guide avant. Je connaissais sa copine qui était française, donc il nous a vraiment fait un rabais. C'est là également où il y a les tribus Maasai. Vous pouvez avoir des danses Maasai. Franchement, c'est un super endroit pour des vacances. Ça coûte pas très cher. Vous avez également le Zanzibar, qui est une île tanzanienne qui est collée à la côte et où c'est magnifique, où vous avez des plages de sable blanc. Enfin, c'est superbe. Donc, pour une lune de miel ou juste même un voyage entre potes ou tout seul, j'ai rencontré plein de backpackers solo aussi, comme moi au début. C'est une super destination. Ça reste le tiers-monde. Mais moi je me suis senti assez en sécurité, les gens sont souriants, il y a des tuk-tuk, donc ça c'est super, vous pouvez vous déplacer pour pas cher. Vraiment, c'était ma première approche de l'Afrique, entre guillemets, même si j'avais déjà fait le Maroc. Et j'ai trouvé que c'était un super pays d'introduction à ce continent. Voilà, donc c'est la fin de ce podcast. Merci de m'avoir écouté. C'était plus long que d'habitude, mais je voulais vraiment essayer de passer sur tous les détails parce que c'était une expérience incroyable pour moi et j'espère vous l'avoir fait transparaître à travers mon discours. Vous pouvez toujours me joindre à @éminence-podcast sur Instagram. Ce podcast est disponible sur Spotify, sur Deezer, Apple Podcast et YouTube. N'hésitez pas à partager, moi ça me fait plaisir. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur Éminence.